IST Radio. La radio 100% jeune. 100% jeune. Parole de Jones. Parole de Jones. Et bonjour à tous, c'est Paul sur IST Radio, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui, jeudi 7 novembre, pour une troisième édition de Parole de Jones. Tout de suite on retrouve Flavie pour l'actu sport météo. Tout d'abord, la météo. Aujourd'hui, il fera environ 17 degrés et sera un temps pluvieux. Ce week-end, il fera 11 degrés et il y aura des risques de pluie et une couverture nuageuse pour le dimanche. L'actualité de la ville. Le festival de chants automne se déroulera du 14 au 24 novembre. Ce sont des concerts. Il y aura Oldelaf et plein d'autres artistes. Des chasseurs exposent leurs trophées de chasse dans le cadre de la gastronomie d'automne. La gastronomie d'automne est une suite d'expositions qui se déroule un peu partout dans Rambouillet, au parc, au palais du Roi-de-Rome, etc. Donc tout de suite on retrouve Floriane pour l'astrologie. Salut, c'est Floriane sur IST Radio pour l'astrologie de la semaine. Bélier, en ce qui concerne le travail, misez sur les 29-30 pour entamer quelque chose de nouveau. Une réussite sera bientôt palpable. Taureau, né fin avril et début mai, vous pourrez défendre avec la plus grande efficacité une cause professionnelle ou financière par exemple, et ce, aux alentours du 30 de préférence. Gémeaux, avec un bémol pour vous né fin mai début juin, à cause de Mars qui vous attaque de plein fouet. Un conflit ou un contretemps est possible de ce même genre. Cancer, la conjoncture vous sourit en ce moment si vous êtes né jusqu'à mi-juillet. Lion, né entre le 1er et le 8 août, Mercure vous joue des tours, lundi notamment puis dimanche. Ne négligez pas vos éventuels problèmes financiers ainsi que la paperasse. Vierge, l'action conjuguée de Mars et Mercure vous rend incisif et percutant au travail et aussi si vous avez à défendre vos idées ou un projet. Balance, vous passerez par des hauts et des bas au niveau affectif, d'autant plus si vous êtes du 3e niveau. Scorpion, né le premier jour de novembre, vous aurez certainement à cœur de faire aboutir une démarche qui pourrait concerner votre activité professionnelle et votre argent. Sagittaire, l'astre de l'amour est encore chez vous sur le 3e décan à présent. Elle va embellir le quotidien des amoureux, voire de ceux qui recherchent la perle rare. Capricorne, vous allez passer à l'action si vous êtes né entre la fin décembre et le début janvier. Verseau, lundi est un jour à risque, ainsi que vendredi une journée mitigée pour tous. Poisson, né en début de signe, vous devriez retrouver votre sérénité après une période agitée, mais ce sera nettement mieux pour en novembre. Voilà, c'était Floriane sur IST Radio. À bientôt. Merci Floriane. Tout de suite, la réplique de la semaine. Salut, c'est Emmanuel pour la réplique de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réplique qui est tirée de Japlou, un film sorti en début 2013. Je vous le conseille. Tout de suite, la réplique. J'ai toujours aimé l'idée que notre vie nous appartienne. On peut en changer comme on le souhaite. Pierre, regarde, c'est son cheval, Japlou. Tu vas pas le vendre? J'en sais rien, ma puce. C'est un tout petit modèle, hein, il est tout petit. T'as jamais eu l'œil pour voir les bons chevaux, toi? C'est comme pour les filles. J'ai choisi cette réplique car elle montre que le personnage principal se croit supérieur aux autres, mais qu'avec sa chute de cheval à Los Angeles, il va apprendre à ne pas se croire supérieur. C'était Emmanuel pour la réplique de la semaine. À bientôt. Et on retrouve immédiatement Antoine pour la blague de la semaine. Un professeur de psychologie commence son cours.
Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. Il fait venir un téléphone dans la salle et il compose un numéro au hasard et demande « Bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques s'il vous plaît ?» Vous faites erreur monsieur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro. Il se tourne vers ses étudiants et dit « Vous venez d'assister à la phase de mise en condition. » Il recommence et la dame répond un peu agacée « Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de Jacques ici. » Il réitère une bonne douzaine de fois. Il raccroche après s'être fait hurler dessus par cette dame est devenu hystérique et s'adresse à son auditoire. Voilà enfin le niveau ultime de la colère. Là-dessus, un de ses étudiants lui enlève la main. Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur. Et pour illustrer, il se saisit le téléphone et compose encore une fois le même numéro et dit « Bonjour madame, je suis Jack, y a-t-il des messages pour moi ?» Salut, c'est Aurore sur EST Radio. Je suis là pour vous parler de la sortie de la semaine. Donc la sortie de la semaine qui va donc sortir le mercredi 6 novembre, donc hier. Alors, je vais vous présenter le film en solitaire. Alors, je vais vous raconter un peu le scénario. Donc, c'est Jack Carnadec qui va remplacer Frank Dreville, de Skipper. Donc, Frank Dreville ne peut pas partir pour faire le tour du monde en solitaire, donc le Vendée Globe. Donc, Yann le remplace, il réalise son rêve. Mais pendant la course, il y a un pépin. Mano, qui est joué par Sami Seguir, débarque. Donc Sami a tenu le rôle principal de Neuilly sa mère. Donc Mano débarque, et bien sûr, si les autorités du Vendée Globe l'apprennent, Yann sera disqualifié, donc vraiment très en colère. Il va quand même le garder, il ne peut pas le jeter à l'eau. Donc le scénario est écrit par Christophe Offenstein, qui est aussi le réalisateur. Coécrit par Jean Cotin. C'est aux éditions Gaumont. Alors, comme personnage principal, Yann est joué par François Cluzet. Donc Mano par Sami Seguir. Il y a Franck qui est joué par Guillaume Canet. Et d'autres acteurs, donc Virginie Efira et Karine Vanas. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez aller voir ce film, parce qu'il paraît qu'il est vraiment très réaliste. Les images, elles ont été tournées en haute mer et non pas en studio comme tous les films de production sur ces thèmes-là. Donc tous les skippers l'ont pratiquement vu et tout le monde a dit qu'il était vraiment magnifique, que tout le monde a pleuré dans la salle. Donc voilà, il est très émouvant. C'était Aurore sur IST Radio. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de la semaine. Tout de suite, Antoine, qui va nous faire l'interview de la semaine. Cette semaine, nous avons interviewé Alexandre Charlot et Franck Magnier, deux réalisateurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Charlot et Franck Magnier. Bonjour. 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 Alors, première question, comment vous vous êtes rencontrés ? Voilà, ça commence à être vieux. Hein. Ouais. C'était il y a 17 ans. En 96. Voilà. Et en fait, on s'est rencontrés au Guignol de l'Info. C'est une émission qui marche toujours, donc pas mal d'entre vous doivent la connaître, je pense. Guignol de l'Info, moi j'y étais déjà, depuis déjà 2 ans, je crois. Et en fait, on renouvelait tout le temps les auteurs. Et Alexandre il est arrivé, il a envoyé des textes, le directeur artistique de l'émission l'a repéré. Et vraiment, le challenge, c'était d'arriver à écrire l'émission en quotidien, ce que je faisais déjà à ce moment-là. Et Alexandre, avec 1 ou 2 autres auteurs, enfin surtout, s'était déjà fait remarquer par les textes qu'il avait envoyés de l'extérieur. Donc il a apporté des contributions à l'émission. Et le but, c'était d'arriver à écrire l'émission tous les jours, au quotidien, avec Bruno Gassou et moi-même, quoi. Et c'est Alexandre qui a pris cette place. Et en fait, on s'est très vite rapprochés tous les deux. Et notre collaboration n'a pas cessé depuis. En fait, moi, quand je suis arrivé au Guignol, les médias disaient qu'il y avait 3 personnes, 3 auteurs. Et 2 étaient partis. Donc, je m'attendais à trouver une seule personne. C'était Gassio. Et en fait, il y avait une 2e personne avec lui. C'était Franck. Et voilà.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Est-ce que réalisateur ou scénariste était le métier que vous souhaitiez faire étant petit? Alors, moi, je voulais être ingénieur mécanicien quand j'étais en 3e. Donc, je faisais vachement de mécano dans ma chambre. Après, je voulais être ingénieur du son, ça se rapprochait un peu. Donc, j'ai fait une école d'audiovisuel. Et puis, je me suis très vite aperçu que le son, ce serait pas mon truc. Donc, j'ai fait de l'image, mais c'était de la vidéo surtout. Et non, les films, j'étais cinéphile, mais ça me paraissait trop élevé, quoi, un sommet trop haut pour moi. Et par contre, j'ai eu envie d'écrire, et c'est l'écriture qui m'a amené à la réalisation, en fait. Mais en fait, donc j'en rêvais, mais j'osais pas en rêver, en fait. C'est un peu ça, quoi. Oui, non, j'allais dire, c'est malheureusement un peu la même chose. Moi, je savais pas ce que je voulais faire, en fait. Et je me souviens une fois avoir dit à mes parents que je voulais être comédien, et ils ont failli tomber dans les pommes, tellement ça paraissait inaccessible, incongru et trop éloigné du milieu dans lequel on vivait. Et donc, j'ai plutôt erré. En fait, je n'arrête pas de dire à mes enfants, dont vous avez l'âge d'ailleurs, que c'était très important d'être à l'écoute de ses envies, des choses qui vous plaisent vraiment, parce qu'il faut arriver le plus possible à faire un métier de ses passions. Et pour ça, il faut identifier ses passions. Et donc moi, je n'en avais pas identifié tellement, et le peu que j'avais ne paraissait pas être des métiers aux yeux de mon entourage. C'est vrai que j'étais un gros lecteur à cette époque-là, et que j'aimais beaucoup faire rire. Donc je me suis perdu, j'ai fait du droit avec un ennui terrible. Donc vraiment les enfants, regardez ce que vous aimez avant de choisir une filière. N'écoutez pas trop tous ces discours de débouchés et tout, parce que ça suffit pas, quoi. Donc voilà, je me suis perdu longtemps. Et puis comme Alexandre, c'est l'écriture qui m'a permis de revenir, ou plutôt d'aller vers ce que finalement je rêvais de faire sans m'en rendre compte. Donc aujourd'hui, en tout cas sur la partie écriture, je suis vraiment sur des choses que j'aime beaucoup. Et je suis un peu frustré sur la partie comédien, parce que même si j'ai fait une pièce qu'on a coécrite d'ailleurs, je joue moins que ce que j'aurais aimé faire, d'une certaine manière. Mais tout ça, j'ai découvert tardivement. Donc vous pouvez faire du droit quand même, mais que si ça vous passionne. Voilà. Quel a été votre cursus de formation? En fait, il n'y a pas de formation en France, il n'y a pas d'école. Aux États-Unis, il y a des écoles de littérature, enfin il y a des facultés de littérature où on apprend la technique littéraire. Alors après, c'est une histoire d'inspiration et tout, mais il y a effectivement une technique, même quand on écrit un scénario. Et en France, il n'y a pas d'école. Donc on a fait... il y a une branche de la FEMIS, je crois qu'il doit y avoir une section... Oui, il doit y avoir un truc comme ça, mais enfin pour rentrer à la FEMIS, c'est pas évident. Et puis c'est aussi c'est aussi un enseignement assez particulier, parce que je pense que c'est très, très autorisant, et très... Enfin bref. Donc on a fait d'autres études. Moi, il se trouve que j'ai fait des études audiovisuelles et que je retrouve certaines choses quand on réalise. Mais sinon, par rapport à l'écriture, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est parti vraiment d'une envie. Et puis, quand on a envie d'écrire, il faut écrire, en fait. Et puis après, il faut avoir la chance de rencontrer des gens qui vous offrent leur regard, qui vous font progresser. Et c'est grâce à ça. Mais sinon, il n'y a pas d'école, quoi. Il n'y a aucune école. Vous êtes tout seul face à votre page blanche et avec votre stylo, c'est tout. Donc effectivement, on n'a pas fait de formation. Si on avait eu peut-être plutôt conscience de ce qu'on aimait, on se serait peut-être plus clairement dirigé au départ vers le peu d'écoles de cinéma qu'il y avait, parce qu'on parle de choses qui datent de 30 ans maintenant, malgré tout, si on parle d'école. Mais non, le chemin était plus en crabe que ça, surtout venant de familles qui ne sont pas du tout du milieu artistique. Mais comment dire, malgré tout, apprendre sur le tas, c'est une super école, quoi. Et par exemple, on était au Guignol, une émission de télé, donc qui n'est pas du tout une école pour écrire pour le cinéma. On apprend à écrire pour la télé quand on fait de la télé. C'est super formateur, ce genre d'émission, parce qu'il faut tellement écrire tous les jours qu'on apprend en s'exerçant. Et surtout, on quitte le mythe un peu romantique de l'artiste qui attend l'inspiration, un peu comme on est foudroyé par la grâce. Alors qu'en fait, il n'y a rien à attendre, juste il faut s'y mettre tous les jours et travailler tous les jours, et c'est comme ça que les choses avancent, quoi. Y a-t-il une différence, selon vous, entre le métier de scénariste en France et aux États-Unis?
Alors, il y en a une, oui, c'est sûr. Alors, nous, on n'a pas travaillé aux États-Unis, puis on n'a pas vraiment envie non plus. De toute façon, ils ne voudraient pas de nous. Parce qu'il faut que la langue anglaise soit votre langue maternelle. Hein. Donc, ce n'est pas le cas pour nous. En tout cas, on ne parle pas suffisamment bien. Mais, comment dire c'est-à-dire que c'est quand même la jungle. Il y a énormément de scénaristes. Donc, il y a des points très négatifs. Après, en réel aussi. Après, il y a des points qui sont positifs, c'est que on pense que le scénariste est plus reconnu en fait, en tant que raconteur d'histoire. Les États-Unis, en fait, ils sont très attachés à l'histoire, au fait de raconter une histoire. Nous, en France, pas tellement. Le réalisateur, le scénariste, c'est un peu parfois. C'est celui que le producteur doit payer avant d'avoir décroché le budget. Donc c'est un peu ce qui l'embête, quoi. Donc en France, les scénaristes sont assez mal payés. Enfin, sont même très mal payés pour la plupart. Et puis, par exemple, nous, ça nous est arrivé, hein, et c'est pour ça aussi qu'on réalise aujourd'hui. C'est que quand on écrivait un scénario, nous, on ne pouvait pas s'empêcher de dire oui, mais ça, on le voit comme ci, on le voit comme ça. Et en gros, on nous répondait que, bon, on était là pour écrire, on n'était pas là pour dire ce qu'on pensait, quoi. Ce serait au réalisateur de le faire. Donc, l'échange scénariste-réalisateur en France, il est un peu frustrant, quoi. En tout cas, nous, ça a toujours été un peu frustrant. Après, c'est vrai qu'on parle en connaissant qu'une moitié de la vérité, puisqu'effectivement, on n'a pas d'expérience aux États-Unis et on n'en cherche pas forcément. Mais il y a un truc qui est clair d'un pur point de vue légal, quasiment, c'est que en France, le réalisateur, là je parle du réalisateur, il a ce qu'on appelle le final cut, quoi. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui décide de ce que doit être son film. Et dans cette fonction-là, il est supérieur au producteur. S'il y a un désaccord entre le réalisateur et le producteur sur une question artistique, c'est toujours le réalisateur qui l'emporte au prix de combats homériques, de pressions souvent difficiles à supporter et d'échanges assez vifs. Mais un réalisateur peut ne pas autoriser la sortie d'un film qu'il n'approuve pas, quoi. Sur le papier, c'est possible. Après, il faut se battre. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est les producteurs qui ont les pleins pouvoirs d'une manière claire et officielle. Et le réalisateur, notamment le ch'ti réalisateur français qui est tout content de faire un truc aux États-Unis, il se retrouve face à une énorme machine où il n'a absolument pas le pouvoir de décision artistiquement. Et on connaît pas personnellement, mais on connaît les expériences relatées dans la presse même de réalisateurs français importants qui ont tenté une expérience aux États-Unis qui s'est révélée très malheureuse parce qu'ils ont découvert qu'ils n'avaient plus le pouvoir. Donc on les laisse tourner un nombre d'images incalculable avec un budget faramineux. Mais derrière, au moment où le film va prendre sa forme quasi définitive, à savoir au moment du montage, c'est le producteur qui reprend les rênes et qui peut transformer un film subtil en une grosse machine à vendre des McDo et du popcorn. Donc la différence sur le pouvoir du réalisateur, en tout cas en France par rapport aux États-Unis, fait qu'on se sent d'autant mieux dans notre petit pays. Alors ça c'est pour le réalisateur, mais pour en revenir au scénariste, en fait, alors c'est pareil, on a tendance, nous, en France, à dire qu'ils sont mieux lotis, que c'est mieux et tout, mais c'est vrai qu'il y a une expression américaine, pour ce qui est des films de studio, c'est l'enfer du développement, en fait. C'est le development hell. Le développement, c'est l'écriture. L'écriture. C'est-à-dire que pour un Iron Man, par exemple, un gros film de studio, ils prennent un scénariste, ils le font bosser, et puis après ils en prennent un autre, ils le font bosser, puis après ils en prennent un autre, ils le font bosser, et puis parfois on se retrouve avec 5-6 scénaristes dans le générique, et on compte pas ceux qui ont écrit et puis qui sont pas crédités. Donc voilà, et ça peut prendre des années et des années à écrire un film. Et en France, c'est l'inconvénient, mais c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est un petit pays, et c'est aussi un artisanat, quoi. Donc ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on écrit assez librement. Voilà. Et nous, on aime bien, en tout cas, d'écrire librement. Donc on peut dire qu'en France, le produit final ressemble plus au scénario de départ. Ouais, ça peut se dire comme ça. Par exemple, oui, c'est une des conséquences. C'est que ça ressemble plus. Et puis, c'est ce que dit. Alors, Franck le dit pour le réalisateur. Ce qui est vrai aussi pour le producteur, pour le scénariste, c'est que le producteur est
est moins tout puissant quoi en France. Donc on a moins de risques de se faire dépouiller. Et voilà. Aux États-Unis, là, il y a un exemple assez récent, célèbre, c'est les frères Weinstein. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, il y a une affaire en ce moment sur un film qui devrait sortir sur Grèce de Monaco. Et lui, en fait, son truc, c'est de prendre les films à l'insu du réalisateur et puis de revenir en salle de montage et puis de faire les coupes lui-même. Et ça, il peut, en fait. Nous, en France, ça se passerait pas comme ça se passerait mal. Finir en procès, oui, c'est sûr. Procès, où on pourrait même en venir aux mains. Non, nous ils le font, ils peuvent pas le faire ouvertement. Est-ce que réaliser un film à deux comporte des difficultés, des inconvénients? Il faut déjà tempérer le plusieurs, hein, parce qu'en réalité, on a fait que deux. Ça fait qu'on a beaucoup moins d'entraînement en co-réalisation qu'en co-écriture. On a d'un côté 17 ans de co-écriture et de l'autre 2 co-réalisations, dont la dernière Bull et Bill qui était particulièrement difficile du fait qu'on avait un chien et un enfant dans les personnages principaux. Donc on peut sans doute être plus fluide dans notre collaboration à la réalisation, sachant qu'on n'a fait que 2 et que donc ça va continuer à s'améliorer. Après, c'est quand même un avantage dans le sens où il y a une énorme masse de travail et souvent des rapports pas évidents avec les producteurs, avec les acteurs. Donc être 2, ça permet d'amortir un peu plus et les tensions et la masse de travail juste, quoi. Par rapport à l'écriture, en fait, nous, ça fait 96, oui, ça fait, enfin, au niveau de l'écriture, ça fait 17 ans. Donc, on réfléchit plus trop en termes de, enfin, on se fait pas de politesse, quoi. Après toi, après moi, donc, on fait plus attention, en fait. On écrit vraiment à 4 mains. Et c'est vrai que l'expérience de réalisation, elle a 5 ans, je crois, donc c'est plus récent, donc il y a des choses à améliorer, voilà. Après, si on devait faire des films très 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 personnels, être 2, c'est pas que c'est un problème, mais quoique les frères Cohen, par exemple, ils y arrivent très bien, hein, mais c'est que ça nécessite, je pense, une autre chose, c'est-à-dire que si par exemple il y a un sujet qui tient vraiment à cœur l'un, l'autre, j'imagine, se mettrait peut-être plus au service de celui à qui ça tient énormément à cœur. Jusqu'à maintenant, Bull et Bill, par exemple, c'était une adaptation de BD, c'est pas un film d'auteur, par exemple. Donc en fait, on se rejoint sur l'humour. On a un humour en commun, voilà, donc on se rejoint là-dessus. Mais si par exemple l'un de nous voulait faire quelque chose de très 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 personnel, je pense que c'est ce qui va guider les 2 autres et que le deuxième va, voilà. Mais pour le moment, c'est pas le cas, quoi. Voilà. Mais sinon, alors le truc que tu dis qui est vachement important, c'est pour résister à un producteur. Je sais pas comment ça serait passé si enfin, je n'ose même pas imaginer si j'avais été tout seul, quoi. C'est dur, c'est vachement dur. Moi maintenant, je vois les choses différemment quand je vois un réalisateur qui a eu tel problème sur soit des affiches ou tel conflit au montage avec un producteur, c'est très très dur de défendre. Même quand on est persuadé qu'on a des bonnes idées, c'est parce qu'en face de soi, on n'a pas qu'une seule personne, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3. Donc on est tout seul et on a 3-4 personnes qui vous disent que c'est pas bien. Alors vous pouvez être sûr de vos idées, mais à un moment donné, vous n'êtes plus tellement sûr. Tu vois, par exemple, pour Bull et Bill, on a eu quelques conflits avec le producteur. Et ben, d'avoir été 2, je pense que ça l'a plus impressionné. Et du coup, ça a été plus facile pour nous. Puis on s'épaule, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand le doute commence à s'insinuer dans la tête de la personne qui fait le film. C'est terrible, quoi. Alors que nous, on pouvait s'en parler, quoi. Et c'est-à-dire que bon, je pense que c'est dur à imaginer quand on est juste spectateur d'un film qui sort en salle et tout. Mais le film, c'est le résultat d'abord d'un long travail, parce que en général, il faut 1 an pour écrire le scénario, et il faut une autre année pour fabriquer le film. Donc ça fait 2 ans dans un monde idéal où les choses s'enchaîneraient de manière immédiate et fluide. Donc en général, ça fait plutôt 3 ans, 4 ans, voire plus. Parce que entre le moment où le film est fini d'écrire, le scénario est fini d'écrire et le moment où le financement se monte, il peut se passer beaucoup de temps. Donc qu'est-ce qu'on a quand on est auteur-réalisateur?
on est devant une guerre d'usure terrible, parce que le temps s'écoule et vous êtes sur votre histoire pendant des mois, et puis après pendant des années. Et donc, il y a forcément un moment de la fatigue qui s'accumule, etc. Et au moment où vous êtes le plus crevé, c'est-à-dire quand le tournage est passé, qu'on est au montage, qu'on hésite sur des trucs, il y a plein d'avis extérieurs qui déboulent, qui sont tout frais, qui sont en pleine forme, des gens qui n'étaient pas là avec vous pendant tous ces mois, et qui sont là pour gagner le plus d'argent possible. En général, c'est l'unique motivation de nos partenaires. Et vous êtes donc confronté à des gens qui arrivent remontés comme des coucous, alors que vous êtes déjà quand même un peu à genoux à terre par tant de travail effectué, quoi. Et c'est sûr que dans une guerre de tranchées, une guerre d'usure comme ça, c'est mieux d'être deux que tout seul, quoi. Parce qu'il faut résister, parce que le succès n'est jamais sûr. Et le truc qui serait terrible, c'est de laisser sortir le film que vous n'avez pas voulu. Parce que si jamais c'est un succès, vous pourrez toujours vous dire, tiens merde, j'ai fait un succès avec le truc qui ne me plaît pas vraiment. Et puis si jamais c'est un échec, c'est un double échec de se dire, je vais laisser sortir un truc que j'aime pas, et en plus c'est pas un succès. Donc le truc qui compte plus que tout, c'est que le film qui sorte, il vous plaise du début à la fin, vous, auteur-réalisateur. Les autres, de toute façon, ils ne seront jamais assez contents. Soit ça ne gagnera pas assez, soit... Donc, chacun garde ses ennuis, mais au moins que celui qui a fabriqué et imaginé la chose soit fier de ce qu'il a fait. C'est le seul truc qui compte vraiment. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Le projet dont on est le plus fier, alors... Il y a une histoire qu'on développe en ce moment qui nous plaît énormément parce qu'elle nous correspond beaucoup. On peut en parler ou pas? Ouais, non, mais le succès, c'est pas forcément. C'est pas les choses qui ont eu le plus de succès qui nous plaisent le plus. Non. C'est vrai que là, en ce moment, on a écrit une histoire qu'on aimerait produire. Qui est pas celle qu'on veut réaliser. Je parlais de SD, en fait. Ah oui, là je parlais on a écrit un film fantastique, ça nous plaît vachement, mais c'est super dur à financer. Il y a un des films qu'on aime énormément, il a fait 132 000 entrées, donc c'est pas terrible. C'est un polar qui s'appelle Une affaire d'État. On en est vachement fiers, mais ça n'a pas marché. Voilà, on a écrit des ch'tis qui ont fait 20 millions et demi, je sais plus. Mais moi, je crois que je suis plus fier de ce polar qui a fait 132 000 entrées, quoi. En fait, c'est par rapport à son propre travail. Il y a même des films. Il y a un film. J'ai pas honte de citer son nom, mais dont on a été scénariste, qui s'appelle RTT, qui est vraiment pas bien. Mais le scénario, c'est sans doute le scénario qui nous a fait le plus progresser en tant que scénariste. Alors c'est vrai que la quête, le Graal, c'est d'être très fier d'une chose qui rencontre un vif succès. Donc là, à un moment, vous êtes une espèce d'harmonie. Quand on était au Guignol, on était très fiers de ce qu'on faisait et on avait globalement plutôt beaucoup de succès. C'était assez harmonieux. Mais les Guignols, c'est une émission, c'est quand même toujours la même tous les jours. Quand on fait du cinéma, il y a d'autres défis à relever et notamment de prendre le risque de faire des choses qui nous plaisent, mais qui ne rencontrent pas forcément un écho, quoi. Donc voilà, il faut faire avec les contraintes. Avec quels acteurs ou actrices aimeriez-vous travailler? Il y en a qu'on a déjà croisés et qu'on adore. Alors ça, c'est bizarre parce que nous, on est des gens assez fidèles et en ayant peu réalisé, puisque comme on l'a dit, on a fait 2 films en tant que scénariste et réalisateur, on a déjà eu l'occasion de côtoyer des acteurs super qui nous ont vraiment emballés. Il y a Nicolas Vaud, par exemple, qu'on aimerait prendre dans tous nos films. Lionel Abelanski, pareil, on a un rapport super avec lui. Alors c'est pas des acteurs qui ont des premiers rôles, mais c'est des acteurs très importants qui ont souvent des gros seconds rôles et que nous on adore. Pour parler de gens très connus ou beaucoup plus connus, Michel Aumont qui jouait dans notre premier film est quelqu'un qui nous a enchantés par sa gentillesse et par son talent. Et tout récemment dans Boule et Bill, on a eu une grande complicité avec Franck Dubosc. Donc c'était très très agréable parce que les acteurs de premier plan et surtout ceux qui viennent du one-man show n'ont pas toujours une très bonne réputation. Là, on est tombé devant quelqu'un qui était très à l'écoute et avec qui on a envie de retravailler. Moi, j'ai pas de fantasme il n'y a pas les acteurs qui me font rêver. En fait. Non, il y a quelqu'un qu'on aime bien de plus en plus parce qu'il suit un chemin qui commence à être vachement personnel. C'est Eric de Eric et Ramsey, par exemple. C'est assez intéressant ce qu'il fait parce qu'il
avec sa série Ah et oui, tout. très fan. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, on évolue dans des mondes un peu différents, quoi. Et après, c'est des histoires de famille aussi. Mais en fait, quand tu parles d'Eric, l'intérêt qu'on lui porte, même si on n'a pas travaillé ensemble jusqu'à présent, c'est pas tellement grâce à ce qu'il fait en tant qu'acteur, ce qui est très bien par ailleurs, mais c'est plus par rapport à sa démarche personnelle qui nous paraît super intéressant, puisqu'il tente des écritures plus originales. Il a fait une série pour Canal qui s'appelle Platane, qui est vraiment pas commune par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc non, c'est vrai, on n'a pas de fantasme d'acteur dans l'absolu, mais on a fait quelques rencontres qui nous ont plu. Ouais. Auriez-vous une petite anecdote de tournage à nous raconter? Non, l'anecdote qui nous fait plus marrer, c'est sur Boule et Bill, mais c'est plus lié aux chiens qu'aux humains. C'est-à-dire que sur Boule et Bill, peut-être que vous avez vu le film, et que nos auditeurs l'ont vu, je ne sais pas. Il y a donc le chien qui joue Bill, qui s'appelle Funky, qui s'appelait Funky avant de devenir Bill pour le film. Et en fait, il y avait 3 chiens pour tenir le rôle. Alors, il y a celui qu'on voit à l'écran qui fait 98% du travail. Il y a un Bill 2 très tonique, très énergique, qui a fait quelques plans. On le voit notamment quand il tire le skateboard, parce que c'est un chien très, très, très énergique, qui était un peu plus maigre que le Bill 1 qu'on voit le plus souvent à l'image. Donc, il fallait qu'on se méfie au niveau du tournage, qu'on ne voit pas qu'il y avait un autre chien, quoi. C'était pas le même. Et puis, il y avait un Bill numéro 3 qui ressemblait pas du tout physiquement au Bill principal, et qui n'était là que pour faire pipi. Alors, il y a un terme qu'on aime plus ou moins, c'était le pisseur officiel du film, parce qu'on avait besoin dans une scène, pour ceux qui l'ont vu, il se balade avec son maître, enfin son maître est assis sur un banc en train de déprimer, et le chien va faire pipi contre un poteau, une roue de voiture, etc. Et le dresseur nous dit, pour ce qui est de filmer un chien qui fait pipi en plan très serré, pour pas qu'on reconnaisse que c'est pas le même, juste on voit la patte qui se lève et le jet de pipi qui sort. Il nous dit, j'ai un chien super, c'est un vieux mâle, donc un chien assez ventripotent, assez gros. C'était un cocker. Hein. Un cocker, ouais, quand même. Un cocker. C'était pas un poney. Qui est très dominant, c'est-à-dire qu'il veut dire à tout le monde que c'est son quartier, que c'est son territoire. Donc dès qu'on le sort, il pisse partout pour laisser son odeur. Alors à la journée se passe, on était à Bruxelles, le chien est plus ou moins enfermé dans la voiture. Il nous dit, je vais le laisser dans sa cage dès 14h. Ouais. On devait tourner vers minuit. Ouais. Il dit comme ça, il aura la vessie bien pleine. Ça va marcher. Ça va donner. Résultat, minuit arrive, on commence à être un peu fatigué. Il faisait un froid de canard en plus, un truc de fou. Alors une équipe de cinéma, c'est beaucoup de monde. Là, on était en l'équipe la plus réduite possible, puisqu'avec le fameux chien à filmer, donc on était quand même 10, 15, j'en sais rien. Caméra braquée sur le chien, le projo qui suit, tout le bordel, l'animal au pied du poteau, et il a jamais pissé, quoi. Donc ça a été l'enfer. Alors on l'a suivi sur je sais pas combien de mètres. Ouais. C'était délirant et il n'a jamais pissé. Et le truc c'est que finalement le dresseur a admis que de pas pisser depuis 14 heures, il devait avoir la vessie mais prête à exploser, trop pleine, et ça devait le paralyser, quoi. Mais alors l'autre anecdote, il y avait un truc qui était assez drôle, c'est qu'à un moment donné, Franck Dubosc doit prendre le chien parce qu'il n'est pas content. Parce que le gars, le boule a fait des bêtises dans l'immeuble. Il prend le chien pour lui parler et le chien se met à le lécher. Alors ça, quand on écrit c'est facile à écrire, hein, le chien lèche, machin. Mais comment on fait? Alors, il y avait une expression, c'était gras de jambon. Il suffit de badigeonner l'acteur avec du gras de jambon. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là c'était avec du pâté. Alors, la maquilleuse commence à mettre du pâté dans le cou de Franck Dubosc et tout. Et le chien, ça ne l'intéresse pas. Il ne le lèche pas. Et donc, il a fini avec vraiment beaucoup de pâté. Alors, juste, on s'est arrêté à la limite pour pas que ça se voit à l'image. Et je me souviens, il commençait à faire une allergie au pâté, en fait. C'est encore un bon exemple où c'est bien d'avoir un acteur professionnel, de bonne composition et qui met son travail avant tout, parce que on tombe sur un acteur caractériel, on a des listes, on ne peut pas dire de nom parce que notre carrière n'est pas encore finie. Le coup du pâté, ça passe pas, quoi. On lui en met un petit peu, puis après il gueule parce qu'il y en a trop, puis après non voilà, avec Dubosc, il y retourne, et il bosse jusqu'à ce qu'on ait la prise, et ça n'a pas toujours été simple. Non, les chiens, c'est une bonne mine d'anecdotes, le chien. Ouais. On en a plein. Puis les chiens, c'est bien, on peut mal leur parler, c'est bien. Alors que les acteurs, il faut pas mal leur parler.
pour finir, quelles sont vos actualités artistiques? Alors, nos Sont actualités nombreuses. en tant que... Alors là, on va à la fois travailler comme auteur et réalisateur. Donc, on a un projet qui nous tient vraiment à cœur. On voudrait que ce soit notre prochain projet. Alors, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu, mais c'est une autre adaptation de BD de Gottlieb. Ça s'appelle Super Dupont. Et Ça, c'est un projet dont on est très fiers. ouais, c'est le seul super-héros français. Voilà, il y en a qu'un, c'est celui-là. Et c'est une comédie de super-héros. Donc c'est un film de super-héros, mais qui sera une comédie. Et là, franchement, on est très très content. Le scénario est très très drôle. Mais comme en fait, il va falloir avoir de l'argent parce qu'il y a des effets spéciaux, il va falloir le faire lire à un gros studio comme Gaumont ou Pathé. Enfin, il va falloir réunir quand même de l'argent. Donc ça, c'est la partie la plus difficile. Et sinon, en fait, on va aussi travailler comme scénariste simple, ce qui nous était pas arrivé depuis un certain temps, mais c'est assez agréable parce qu'en fait, c'est vraiment, je parlais de l'artisanat tout à l'heure, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre tout le temps, quoi. Tout le temps sur la table, il faut tout le temps travailler. Donc écrire des scénarios, ça fait progresser, quoi. Donc on peut découvre peut-être dire qu'on est, si tout va bien, on devrait se mettre à un Bully Bill 2 d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. En tout cas, d'ici la fin de l'année. Donc voilà, de nouvelles aventures et on va surveiller le choix du chien, savoir s'il est d'accord pour faire pipi sur commande ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Antoine pour l'interview de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parole de Jones. À la semaine prochaine. La radio 100% jeune. 100% jeune.